Merci. Donc, la préparation est un chapitre des probas. Le sujet était cependant introduit par des mathématiciens qui avaient un but de modélisation. Celui assez simple de modéliser le flot d'un liquide dans un médium, dans un matériel qu'on ne connaît qu'approximativement. Donc, une partie extrêmement probabiliste à la description du contenu de ce à travers quoi l'eau coule. Donc, je veux insister sur ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, mais je dois commencer un petit peu par la préhistoire pour parler du mathématicien Broughton et Hammersley qui ont introduit le modèle. Donc, pâté une maison, Rosemont est très quadrillé, parfait pour ça. Imaginez les lignes comme étant le système d'aqueduc. L'eau est très froide. Beaucoup de la plomberie de l'aqueduc est bloquée. Des petits je m'intéresse à l'eau qui rentre par ce côté et je me pose la question si elle va traverser. Pour une configuration, j'appelle une configuration un choix aléatoire de tuyau ouvert, tuyau fermé. Je peux décider pour cette configuration-là s'il y a une traversée. Puis là, je me suis arrangé pour que le dessin en ait une, je ne me rappelle pas, mais ceci devrait marcher. Et j'ai aussi choisi la configuration pour qu'il n'y ait pas de traversée de haut en bas. Vous pouvez regarder ça, mais vous perdez votre temps. OK. Alors, la chose qui nous intéresse, c'est la probabilité pi. De traverser quand la probabilité que le tuyau soit encore ouvert est P, à l'aide d'un grand quadrilatère de dimension horizontale H et verticale D. Okay? Donc, la traversée gauche à droite sur ce grand quadrilatère. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, vous pouvez le faire explicitement pour 3 par 3, 4 par 4. Je pense que le record international, c'est 7 par 7. C'est d'aucun intérêt. Okay? Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer des méthodes mathématiques qui nous permettent de réduire la maille du réseau et de voir ce qui se passe dans la ligne. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, cette limite existe, mais déjà, je donne la réponse. Elle existe. Quand je prends la limite en gardant, par exemple, le H et V dans le même rapport. Donc, ça semble être une double limite et c'est une limite unique parce que je vais fixer le rapport H sur V, par exemple. Donc, cette limite existe et en fait, elle est spectaculaire dans le sens qu'il existe une probabilité d'avoir un tuyau ouvert, qu'on appelle une probabilité critique. C'est strictement entre 0 et 1. Puis, pour toute valeur plus petite, l'eau ne passe jamais. Et pour toute valeur plus grande, elle passe toujours. Toujours et jamais, c'est des mots extrêmes. Un probabiliste dirait avec probabilité 0, il y aura un passage, une traversée. Avec probabilité 1, il y en aura plus. Donc, il y aura toujours des configurations qui vont empêcher la traversée, même quand ceci est vrai. Mais elles vont jouer un rôle négligeable parce qu'elles vont être submergées par toutes les probabilités qui existent. Le théorème est remarquable, c'est un des grands accomplissements dans le domaine qui prédate le dernier quart de siècle. C'est un résultat spectaculaire. La preuve est donnée pour plusieurs réseaux. Je vais revenir à ceci, j'ai dessiné un réseau carré parce que c'est actuellement les quadrilatères qu'on connaît dans les villes assez modernes, récentes. Le texte, la preuve est donnée dans un livre de près de 300
300 pages, ce n'est pas quelque chose de facile. Le théorème laisse une question remarquable. Qu'est-ce qui se passe en fait? Okay. Alors, beaucoup d'entre vous, ceux qui sont en deuxième ou en troisième, ont suivi le cours d'analyse de Fourier, puis souvent, quand on a une fonction entre 0 et 1, pas continue par là, justement, il y a un saut. On s'attend à ce que quand on fait l'analyse de Fourier, la fonction qui est la somme de la série de Fourier converge entre les deux. Donc, on pourrait dire, si on se met en PC, ben, ça va être une demi. Puis là, alors, wishful thinking, hein, n'est-ce pas? Vœu pieux, ça ne va pas marcher. Puis si on y réfléchit un petit peu plus, ça devrait dépendre du rapport des côtés. Parce que plus on l'écrase, plus ça devient difficile de traverser. Puis à la limite, où c'est extrêmement mince, c'est sûr que ça ne marche pas. De l'autre côté, si je le prends et je le mets extrêmement étroit, c'est presque sûr que ça va pas. Donc, en fait, je m'attends qu'en PC, cette limite-là dépend du rapport de la chose. OK. Fin de la préhistoire, c'était extrêmement biaisé ma présentation parce que je commence à travailler au début des années 90 sur ceci avec deux collègues. Et on a formulé deux hypothèses. Le mot hypothèse ici est dans le sens de l'hypothèse de Riemann, c'est une conjecture. Okay? Donc je vais vous les présenter et vous dire la suite des événements à laquelle j'ai eu le plaisir d'être témoin. OK, alors des taux, il y en aura plusieurs parce que j'ai besoin de vous parler de choses avant de parler des résultats ou des hypothèses. Donc une transformation conforme d'un ouvert du plan est une transformation bijective, donc on voit une partie du plan dans une autre partie du plan, et elle a la propriété de préserver les angles. Donc il y en a beaucoup de ceci, et en fait, voici une immédiatement. Ceci est un ouvert, c'est l'intérieur d'un disque. J'ai marqué 2 points simplement parce que je continue à marquer leur image. Et la façon dont je visualise une transformation conforme, c'est que ce qui ressemble à un petit carré devrait être envoyé sur quelque chose qui ressemble à un petit carré. En fait, un petit carré, si je prends la définition infinitésimale, je peux montrer que être conforme, c'est équivalent à préserver les carrés infinitésimaux. Donc, à l'œil, je vois que ça marche. Vous allez me dire, bon, ben ça, c'est pas trop carré, je suis d'accord, mais si on rajoute des lignes, ça va ressembler de plus en plus à des carrés. Donc, la géométrie conforme n'est pas tout à fait la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est typiquement celle qui préserve les translations, les rotations. La famille de transformations conformes est beaucoup plus large. Par exemple, elle peut envoyer un ouvert, un disque ouvert, donc une boule ouverte, qui est bornée dans quelque chose qui est comme le demi-plan supérieur, qui n'est pas borné. Okay? Mais toujours en préservant ce qui pourrait être des carrés. Okay? Ça va jouer un rôle important. Donc, en fait, il y en a beaucoup, puis je cite ce théorème-là qui est fameux. Ils ont simplement la première phase et la deuxième, le restant, c'est comme des hypothèses supplémentaires pour me faire s'assurer que tout marche. Mais tout ouvert est conforme à un disque ouvert. OK? Donc, là, vous allez dire, t'as triché. OK, connexe, ça veut simplement dire que si tu en prends deux qui ne se touchent pas, ça ne marchera pas. Le simplement non vide, okay? Le simplement connexe, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un ouvert, si je prends 2 points, je peux les relier par plusieurs chemins. Mais chacun des chemins est déformable l'un dans l'autre. Donc, je ne peux pas enlever un trou qui, quand je passe par-dessus, ce n'est pas équivalent à passer par-en dessous. Donc, vous comprendrez pourquoi je peux surtout retenir la première et la dernière phrase. Et qui n'est pas du tout plan, ce n'est pas trivial. Mais bref, l'idée, ça marche tout le temps. OK. Alors, voici, avec cette introduction pleine de rapport au transform et conforme, notre première hypothèse.
Donc, choisir un domaine ouvert borné, ça va être l'intérieur du carré. De frontière delta partielle D, c'est le carré lui-même, où j'identifie deux segments disjoints de la frontière, I et J. Soit une transformation conforme bijective de D vers E. Donc, vous allez devoir me croire, ceci est une image conforme de ceci, qui préserve les angles. J'ai la formule, vous ne voulez pas la voir, mais c'est vrai. Donc, l'hypothèse que les probabilités de traversée sont invariantes sous les transformations conformes, c'est quel que soit le domaine, quel que soit le I et le J, quelle que soit la transformation conforme, la probabilité d'aller à l'intérieur de D de I à J sera celle d'aller de F de I vers F de J dans le nouvel. Tout le restant de la conférence est en PC. Donc, finalement, c'est un peu insignifiant de consacrer tout le temps à rien qu'un point, mais c'est vraiment mystifiant. Donc, voici l'hypothèse que nous avons faite. Elle ne vient pas d'inspiration divine. Les physiciens avaient travaillé beaucoup à comprendre certaines théories qui représentent des phénomènes comme ceci, où il y a quelque chose que les physiciens appellent une transition de phase. Transition de phase, c'est un phénomène où quelque chose de macroscopique change brutalement son comportement lors d'une variation toute petite d'un paramètre. Typiquement, la température entre 0 moins epsilon et 0 plus epsilon passe de la glace à l'eau. Dans ce cas-ci, la probabilité de traversée horizontale par un tout petit changement autour de PC passe de 0 à 1. C'est signal. J'ai perdu mon ordinateur. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. C'est une transition de phase. OK. Donc, voilà. Donc, les idées étaient là, mais tous les efforts des transformations conformes s'appliquaient à des domaines ouverts, non bornés. Donc, il y avait une étape non négligeable pour les formuler à l'intérieur d'ouvert. Et en fait, c'est avec les conseils de Michael Eisenman à Princeton qu'on a énoncé cette hypothèse. OK. Donc, pour être bien clair, les domaines changent, mais les configurations que je regarde sont toujours Rosemont. Et ça change. Que dans cette figure-là, il y a une traversée de là à là, mais qu'il n'y en ait pas une de là à là, il n'a pas d'importance. C'est la moyenne sur toutes les configurations qui est importante. Okay? Donc, voilà. OK. Ceci est un transparent vide parce que je voulais faire un dessin, je n'ai pas eu le temps. OK. Hypothèse 2. Désolé. C'était week-end bleu. Bien. Alors, la deuxième hypothèse, c'est que ces probabilités sont des objets universels. Donc, pourquoi je ne vous montre pas l'exemple immédiatement? Dans un urbanisme un peu original, toutes les rues sont à 60 degrés. L'aqueduc est donc différent. Même problème. Et notre hypothèse 2 affirme que mesurer la probabilité de là à là en PC sera la probabilité mesurée de passage de là à là en le PC de celui de cet aqueduc. Les PC sont différents. Si vous allez sur Wiki, il y a une page complète maintenue par Zip qui donne les PC connus et ceux qui ont été mesurés numériquement. Vous pourrez aussi imaginer ceci, mais ça va beaucoup plus loin. Le PC, par exemple, sur la page Wiki, est donné aussi pour des réseaux apériodiques, comme la tessellation de Penrose. Donc, la tessellation de Penrose échappe au théorème de Kessler. Ça ne veut pas dire que le théorème de Kessler ne s'applique pas à ce cas-là, mais la preuve ne dit pas. Bref, voici donc deux hypothèses qui sont difficiles. Celle-ci a une saveur beaucoup théorème central limite. Pour ceux qui connaissent, si vous avez des variables, plusieurs variables hybridées, distribuées de la même façon mais indépendantes, leur moyenne, en plusieurs,
se dirige vers une normale. Donc, la distribution normale est comme un point où tout le monde converge dans plusieurs observations d'une même distribution. À nouveau, il y a des hypothèses, on est tous des mathématiciens, on sait ça. Donc, on pourrait dire que les probabilités de traversée pour l'interpellation sont quelque chose qui attire, quel que soit le réseau de base sous-jacent, ça donne le même résultat. OK. Alors, peu de temps après qu'on ait mesuré ceci numériquement, puis qu'on se soit convaincu que 1, c'était universel, et 2, que c'était conforme, on a échangé des messages avec John Cardy, un grand physicien mathématicien anglais, qui a dit « Ah, j'avais jamais pensé que ça pouvait être conforme, et si ça l'est, voici la réponse. » Alors, je vais vous dire, suivez le guide. Donc, nous sommes à la limite de la maille du réseau de l'aqueduc est allée à 0. On regarde ça, la limite est prise. Je vais quand même prendre le rapport du côté vertical sur horizontal et calculer cette chose-là où une nouvelle variable apparaît. Bien, le θ est déterminé comme ceci. Je prends un rectangle de hauteur V sur H et je sais que j'ai le droit de l'envoyer sur un set. Donc, le rectangle va être complètement déformé, mais les 4 sommets vont se retrouver sur le set. θ est le demi-angle entre les deux points les plus proches de cette sur la périphérie. Okay? Donc, il y a une formule logarithmique pour ceci. Nous concernant uniquement les. Ceux qui ont fait analyse appliquée savent que c'est la fonction gamma. Ça généralise entre guillemets la factorielle. Sinus, j'espère que vous savez ce que c'est. 2F1, c'est une famille de fonctions hypergéométriques qui était populaire, je pense que dans tout cours d'équation des règles ordinaires, on montrait ce que c'était. Je présume que ceux qui ont fait le cours ne l'ont pas vu. C'est quelque chose qui est en train de disparaître du savoir en général, mais bref, c'est utile. Donc, voici la forme. Et on dit, ah oui, les physiciens devinent des choses, imaginent des choses. Ben, imaginez ça, franchement, pour avoir une bonne raison. Bref, voici nos données expérimentales obtenues par simulation sur ordinateur au-dessus de la courbe qui est prédite par cette fonction. Donc, pour les mathématiciens, l'argument de Cardy qui mène à cette fonction-là est complètement non rigoureux. C'est basé sur des mathématiques extrêmement modernes, la théorie de la représentation, l'algèbre des dimensions infinies. Bref, c'est des outils que les mathématiciens connaissent, mais hélas, c'est des sauts intuitifs qui sont, pour un mathématicien rigoureux, impardonnables, ou inacceptables, ou plutôt, wow, je vais essayer de le trouver. OK? Donc, ceci a été publié le 1er janvier 1994, c'est mon 25 ans qui commence presque précisément aujourd'hui. Mon rôle maintenant, avec Robert Langlands, Philippe Pouliot et moi, nous devenons à ce point-ci des témoins de l'histoire qui va se dérouler. Deuxième étape, l'équation de Schramm-Leclerc. Donc, Schramm, c'était un probabiliste très jeune, et il a fait ce qu'un probabiliste rigoureux, mathématicien, très très bon mathématicien. Bref, il a le réflexe de dire, je n'ai aucune idée comment démontrer ça. Je vais supposer que toutes leurs hypothèses sont vraies et essayer de voir les conséquences. Donc, supposons qu'une limite existe et qu'il y a un espace de probabilité qui capture ces propriétés de limite. C'est pas toujours évident de supposer ça. Et que les deux hypothèses soient vraies. Donc, est-ce que ça nous change de marché? OK, alors je donne la date peut-être pas du premier papier de Schramm, mais c'est 2000. OK. Bref, je vais me mettre à penser dans le demi-plan supérieur. Donc, j'ai fait 2 dessins de fil traversé avec une interface qui part dans le coin ici. OK. Alors, pourquoi je fais OK,
Je vais décrire ceci un peu. C'est une interface qui dit, alors, disons que je marche le long de cette interface-là. À ma gauche, c'est plein de tuyaux qui bloquent. Et juste à ma droite, c'est des tuyaux qui coulent. Okay? Je peux toujours délimiter cette ligne-là. Je vais commencer à regarder une qui part du coin. Vous allez me dire, mais il y en a toujours une. J'affirmerais, comme les probabilistes, qu'avec probabilité 1, il va en avoir toujours une. À la limite, le coin, c'est des milliards et des milliards de tuyaux. Je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas un qui va être. Okay? Donc, à toute fin pratique, il y a une interface qui part du coin. OK, je répète. Gauche, c'est bloqué. Droite, ça coupe. Il va y avoir plein d'autres lignes. Mais si je regarde celle du coin, ça coule tout proche ici. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Ça coule tout proche ici. Ça ne m'aide pas beaucoup. Et ça coule ce côté-là, ça s'en vient. Sauf que de l'autre côté, à gauche, c'est tous des tuyaux qui m'empêchent. Donc, je ne peux pas. Si cependant, je regarde cette interface-là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, et là, je suis sûr. Donc, en fait, pour décider s'il y a une traversée horizontale, il suffit de savoir celle qui part du coin, si elle arrive entre B et C, ou si elle arrive entre C. Ces collisions avec A et B, puis A et B, on les regarde, on dit continue, continue, jusqu'à temps qu'elle cogne sur B, C ou sur CD. Ça cogne sur B et C, pas traversé, CD, il y en a pas. OK. Je disais que je vais aller commencer à penser dans le demi-plan supérieur. Donc, j'ai envoyé l'intérieur du carré sur le demi-plan supérieur. OK, alors suivez bien. Première collision entre A et B. Je parle de l'image de A. Je finis entre les images de A et B. Je reviens entre A et B, cette petite affaire-là. Je reviens entre A et B, je reviens là. Puis je finis entre B et C, puis l'autre avec B. Alors, donc, après vous avoir convaincu que tout se décide à partir d'une interface, je vais étudier ce qui se passe quand je fais croire une interface à partir d'un point à la frontière du demi-plan supérieur. Je vais changer de modèle, donc vous allez être encore obligé de vous fier à moi. Plutôt que les tuyaux, je peux regarder des tuiles que je peinture plus, je peux couler par là, et les tuiles moins, c'est bloqué. Okay? C'est équivalent, c'est un autre modèle, c'est comme changer de réseau entre le réseau carré et le réseau symétrique. Bref, c'est amusant parce que la croissance de cette interface entre ce qui coule et ce qui bloque peut être décidée pas par pas. Par exemple, si cette tuile-là était moins, je vais devoir aller ici pour continuer à interfacer entre ce qui bloque et ce qui coule. Si je mets un plus là, je devrais aller là. OK? Là, j'ai décidé d'aller. Pour usage ultérieur, rajoutez-vous que celui-là est un moins. Okay? Donc, voici plusieurs pas que j'ai fait comme ceci. J'ai rajouté 21 pas valables. Énumérez le nombre de chemins de longueur 21 qui partent d'ici et Nancy là. Donc, il y en a 500 ou il y en a 1000, j'ai aucune idée. Et s'il y en avait 1000, celui que j'ai peinturé a probabilité 1 millième, étant donné cette surface, ce début de croissance. L'énumération est particulièrement difficile parce qu'il n'y a pas un choix à chaque pas. Je vous avais dit de retenir que celui-là était moins. Donc, quand je suis arrivé et j'ai tracé tous ces chemins verts juste ici, je n'ai pas eu à choisir si celui-là serait ouvert ou non. C'était déjà fait. Donc, l'énumération doit retenir l'histoire complète du chemin tracé.
Et ceux qui terminent le processus stochastique savent que ceci n'est pas Markov, ce qui fait que c'est longtemps. Donc, l'énumération brutale, ça ne va pas marcher. Rappel, théorie de l'application conforme de Riemann, notre théorème. Pourquoi il revient là? Parce que je vais faire un détour. Il y a une équation qui nous dit comment enlever des petits bouts dans le demi-plan supérieur. Okay, alors je reviens encore à mon dessin ici. Je m'apprête à vous faire un argument qui dit oui, j'ai rajouté une belle courbe verte à ceci, mais en fait, je vais la faire disparaître au prix de tout déformer le reste. Et la façon dont ça se déforme est donnée par une équation de Halloubner, donc vous voyez l'arbre de naissance et de mort, qui dit, ça doit être possible. Supposons que je regarde le demi-plan supérieur, à l'exception duquel j'ai retiré une fente, par exemple celle-là. Le demi-plan supérieur duquel ceci a été retiré demeure un ouvert, connexe, simplement connexe, non vis et qui n'est pas tout. D'après le théorème de Riemann, ça devrait être conforme au demi-plan lui-même. Donc, il existe une façon de retirer ceci. L'équation de Loebner, non seulement nous dit comment, mais elle nous donne quelque chose de continu qui nous permet de voir un film qui part avec ceci, la première image, et de voir comment tout s'est passé jusqu'à la fin, quand il n'y a plus la fin. Donc, c'est irrésistible. Voici le film. C'est cute. J'ai passé beaucoup de temps à le programmer, je vais le voir une deuxième fois. Regardez cependant qu'à tout moment, les angles droits demeurent des angles droits, ce qui prouve qu'à tout moment, j'ai fait une transformation conforme infinitésimale, et la famille m'a amené de la grille carrée à cette grille-là. L'interface qui est disparue était à la frontière de l'ouvert. Parce que la frontière était quelque chose comme ça. Oups, il y a une coupure. Je reviens. Il y a la zone. Donc, en fait, ceci était la partie qui était justement la partie horizontale de la frontière. Et ceci, c'est maintenant l'image de ce qui était là. Ça va? OK. Je change de sujet encore. Donc, pour en venir en 30 secondes, ça va sans doute être une minute. Donc, cours de probabilité première année, probablement, on vous en a parlé un petit peu parce que c'est un sujet classique qui étudie beaucoup les probabilités, à juste titre. Actuellement, on appelle ça la marge de l'ivrogne, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi régulier que ce qu'on va demander au promeneur de faire. On va lui demander à tous les instants de faire un pas soit à droite, soit à gauche, et de déterminer par un tir à la pièce de monnaie si c'est à gauche à gauche. Donc, la probabilité qu'il aille à droite et à gauche sont égales, et on le laisse aller pendant un temps, par exemple, 100 secondes. Donc, ma droite est en haut, ma gauche est en bas, désolé. Mais c'est comme ça qu'on le fait actuellement. Donc, je présume que s'il est rendu à 6, au temps 6, il a eu 6 fois le côté droit. Puis ensuite, donc, une marche aléatoire comme ça est complètement inintéressante. C'est la multitude qui l'est. Donc, en voici une trentaine. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que, évidemment, en le faisant aller à gauche, à droite, le pauvre promeneur n'avance pas beaucoup. Donc, s'il avait fait 1000 pas, il pourrait, s'il avait été vraiment chanceux, avoir fait 1000 pas vers la droite. Mais si je regarde le comportement moyen, en fait, il n'est pas trop difficile de prouver que la distance du point d'origine qui est l'axe vers l'horizontale, en général, c'est-à-dire en moyenne, il n'aura pas plus loin que racine carrée du nombre de pas.
Donc, racine carrée de 1000, c'est à peu près 30 et quelques, 30 fois 30, 900, donc ça fait un petit peu plus que ça. Et donc, voici l'enveloppe qui serait la moyenne de tous ces marches-là, s'il y en avait des. Donc, je dois faire la moyenne sur combien de marches. Il y a 1000 pas, chaque pas a 2 choix. Donc, c'est 2 à la 1000, c'est un gros nombre. Bref, c'est mieux de le faire à coup de théorème qu'à coup d'énumération. Bien. Donc, le mathématicien voit ce jeu exister et se demande s'il n'existerait pas une limite à cette marche discrète. Et le goût, c'est de prendre une limite quand le nombre de pas tend vers l'infini. Évidemment, là, ça me donne quelque chose sur l'axe positif, c'est pas amusant. Je vais comprimer ceci. Je vais devoir faire attention parce que je sais que quand je comprime, par exemple, 100 pas, le promeneur n'est pas plus loin que 10 pas. Donc, je vais comprimer moins l'axe vertical que l'axe horizontal. Bref, voici un mouvement brownier qui est typé d'avoir pris un tel processus limite, d'avoir demandé au promeneur de se promener pendant un temps infini, puis ensuite j'ai comprimé ceci pour avoir une fonction qui est représentée. C'est extrêmement acéré. En fait, c'est très acéré. Et les signaux qu'on peut imaginer dans la vie courante produisent aussi toutes sortes de choses. Donc, j'ai extrait 4 secondes de Madame Butterfly de Puccini, au moment où elle s'apprête à commettre suicide. Bref, c'était très angoissé, qu'on se dit, ben, ceci est très, très violent. Mais en fait, quand on étire les graphes, on s'aperçoit que le mouvement brownier demeure acéré à toutes les échelles, alors que la voix humaine devient extrêmement continue et calme. À toutes les échelles, le mouvement brownier ressemble à lui-même, il est toujours aussi acéré. En fait, deux des théorèmes les plus spectaculaires de ces courbes qu'on obtient en prenant la limite du promeneur démocratique, c'est que avec probabilité 1, elles sont continues, mais avec probabilité 1, elles ne sont dérivables en aucun cas. Donc c'est un peu dommage si vous voulez venir Math 1000 d'avoir consacré autant d'efforts à apprendre la dérivée. Ça ne marche jamais ici. Bref, je peux maintenant revenir à l'équation de Wigner. Parce que l'interface entre les tuiles qui coulent et les tuiles qui ne coulent pas vont être super compliquées. J'en ai tracé une que j'imagine être obtenue en prenant la limite d'échelle. Donc, ça va être quelque chose de super compliqué, mais l'équation de Wigner me dit qu'il est possible de retirer l'interface. Donc, je vous ai programmé ça. Ça a été très long, vous allez le voir 2 fois, vous pouvez être sûr. Et vous voyez que j'ai été un peu impatient, il manque des petits bouts de droite, et là, j'en pouvais plus. Bref, c'est assez remarquable. Remarquez que les angles droits demeurent toujours des angles droits à tout moment. C'est incroyable. Et donc, c'est vraiment une transformation conforme. Et ça va aller, on parle comme ça. Bref, allons jusqu'au bout. OK. Donc, désolé de vous faire souffrir. Donc, des fois, quand on est très, très fier, quand mes parents, quand j'allais en voyage, je prenais 300 photos. Il fallait aller regarder les 300. Avec moi, je dirais fou. Mais bref, je vous le remonte une autre fois. Cette fois-ci, ne regardez pas les angles droits. Regardez le point haut. Et l'idée de Schramm, c'est de dire, oh, je peux toujours faire fondre les interfaces. Est-ce que je peux relier ça à quelque chose que je connais? Alors, la réponse, c'est le théorème de Schramm. Il va venir immédiatement à la fin. OK. Merci beaucoup d'avoir enduré 2 fois cette protection. Je lis la phrase, je l'explique après. J'ai fait croire une petite partie de l'interface. Celle-ci est fixe.
Et maintenant, je m'intéresse à ce que la probabilité de faire croire cette verte étant donné l'ordre. Rappelez-vous, la verte est soumise à l'histoire. Elle ne peut plus, par exemple, quand j'ai créé la jaune, l'orange, j'ai décidé de moins là. La verte ne peut plus choisir. Donc, il y a des contraintes sur la verte imposées par l'orange. L'idée de Schramm, c'est s'il y a de l'invariance conforme, après tout, ces mecs-là nous ont dit que ça avait marché numériquement, la probabilité de croire la partie verte suite à la partie orange devrait être identique à la probabilité de faire croire l'image de la partie verte quand j'ai fait disparaître la partie orange par une transformation de 2. Ok, je répète ça, c'est le moment crucial. Donc, je peux calculer sur ce dessin-là, ou même quand il n'y a plus de réseau, la probabilité d'une telle courbe. Mais si c'est conformément invariant, je devrais pouvoir transformer tout ce dessin-là en enlevant la jaune et en le retirant, auquel cas ce point-là serait quelque part ici. Et ce que je demande, c'est que la verte déformée, avec le point qui est rendu ici, devrait avoir dans le demi-plan supérieur, sans coupure orange, la même probabilité qu'elle avait pour obtenir celle-là, étant donné l'orange. Donc, ce que Schramm a démontré, c'est qu'il y a de tels espaces de probabilité, pas beaucoup, mais il y en a une famille à un paramètre kappa qui doit être positif. Et ce qui est remarquable, c'est que si je veux savoir la probabilité d'une interface, je peux la faire fondre et voir comment le point rouge bouge et regarder ce comportement-là, il a quel poids de probabilité dans le mouvement brownien pondéré par cette. Donc c'est un théorème, selon moi, de toute beauté, parce qu'il fait le lien entre un problème de perturbation qu'on ne savait pas comment aborder avec le mouvement brownien et l'équation. Schramm, qui est mort très jeune d'un accident de randonnée en montagne, a appelé tout ce domaine-là SLE, Stochastic Loebner Equation, mais la plupart des gens maintenant ont enlevé le mot stochastique, le dire probabilité, par Schramm, donc on dit c'est souvent Schramm-Loebner Evolution. OK. Alors, dans le cas de la perturbation, c'est kappa égale à 6. Bref, c'est une belle idée. Et ces idées-là ont été développées par un trio qui a travaillé très fort pendant environ 10 ans. Oded était là, mais Greg Lawler, un probabiliste américain, Daniel Bernard, un français. Oded était d'Israël, mais il était à Microsoft en fait. Bref, les trois ont travaillé beaucoup, et c'est Bernard qui a eu la médaille Fields parce que c'était le seul des trois qui avait moins de temps. OK. 8 minutes, la preuve de l'invariance conforme. OK. Alors, Schramm a dit, supposons que ces hypothèses-là soient vraies, on n'en a aucune preuve, quels sont les espaces de probabilité qu'on peut obtenir? Il faut qu'une famille a un paramètre dépendant de kappa. Je vais faire la preuve pour un autre modèle qui correspond en fait à kappa égale 3. Le modèle est plus compliqué, mais il montre l'ingéniosité de celui qui a fait la preuve, Stanislas Smirnov. Donc ceux qui ont été à la grande conférence à l'automne 2017, Smirnov était là, on parlait un peu de ça, mais je peux parler de ses travaux à ma façon. OK. Alors, ceux qui connaissent le modèle leasing ne reconnaîtront peut-être pas la présentation que je vais en faire, mais bref, elle est en correspondance, objection avec celle que vous connaissez. D, c'est l'intérieur du domaine. Pour chacune des tuiles, je vais choisir une de ces deux-là pour la mettre dans le carré. Donc, dans ce carré-là, je semble avoir pris celle. Et je vais
mettre un poids, une probabilité sur la configuration que vous voyez, qui est radical 2 à la puissance nombre de bouts que vous avez. Vous êtes obligé de prendre ça pour acquis. C'est tiré par les cheveux, on ne sait pas d'où ça vient. Les physiciens adorent ce modèle. Je vais t'intéresser à, évidemment, un jour prendre la limite, mais je vais faire mes dessins à une plus grande échelle. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du domaine. Je vais très astucieusement peinturer des conditions frontières. Donc, vous avez déjà entendu ce mot-là, conditions frontières, pour que donc, ces conditions frontières sont choisies pour que toutes les boucles restent à l'intérieur. Donc, là, quand je vais choisir ici, le quart de cercle va être comme ça ou comme ça. Mais bref, je vais pouvoir comme contenir les boucles puis les compter facilement parce que ma probabilité, j'ai besoin de cette information. En plus, il y a quelque chose ici que je laisse. Il y a comme un trou d'entrée puis un trou de sortie ou vice-versa. Et ils sont choisis avec ces conditions-là de façon à ce que, comme le démontre ce dessin-là, ce qui commence en vert va sortir en vert. OK, alors, donc là, vous me dites, oh, c'est toujours vrai, je vous envoyer le dessin, vous essayez. Donc, les conditions limites ont été fixées pour que ceci rentre et finisse là. Et donc, on va utiliser cette trajectoire et on va étudier, en fin de compte, toutes les possibilités qu'on peut avoir de cette trajectoire. Donc, voici son anatomie. Je vais essayer de décrire et introduire une quantité que j'aimerais être conforme. Okay? Alors, dans la tête de Smirnov, c'est de dire, je vais introduire une fonction à l'intérieur de ceci, qui fonctionne des trajectoires, ou de toutes les trajectoires qui partent ici et de là, et que je peux démontrer par un certain miracle que c'est une fonction analytique complexe, qui est équivalent à une. La première idée, qui est comme cette même qui penche vers la rue, c'est de dire, je prends un point, par exemple, sur un côté, puis je dis, quelle est la probabilité moyennée sur toutes les configurations possibles, quelle est la probabilité que la trajectoire visite ça. Donc, E3, le côté edge tree, pardon, ce dessin-là qui est fait pour une audience anglophone, E3 aurait, oui, un point pour cette configuration de des mots. Évidemment, je dois faire la somme sur tous les mots. Bref, ok, alors là, à ce moment-ci, je vais avoir besoin des équations de Cauchy-Riemann. Donc, ceux qui sont en première, désolé, regardez les dessins pour vous. Donc, pensez à ceci comme étant x, puis ix, la direction y imaginaire, donc à angle droit. Ceci, c'est les équations de Riemann. Ma fonction est discrète. Elle ne prend une valeur que sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, je vais discrétiser cette équation-là et essayer de voir ça. OK, alors, ceci est un blow-up de ceci. Donc, j'ai E3 ici, puis j'ai les 4 côtés qui sont adjacents à E3. Donc, il y a le... Ah! Désolé. Il y a nord-ouest, sud-ouest, sud-est, nord-est. Puis, je vais organiser ma direction X dans cette direction-là. Donc, la dérivée de X, c'est ce point-là moins celle-là, ici. Et la direction Y, c'est celle-là. Donc, la dérivée selon Y, c'est ce point-là moins celui-là. Et on aimerait montrer que ceci vérifie ceci quand j'ai moyenné sur toutes les configurations de jeu que vous pouvez imaginer.
c'est sûr que ça marche pas. Pourquoi? Ben ça, c'est une probabilité entre 0 et 1, un nombre réel. Puis là, j'ai un i ici, alors que tous les autres nombres sont réels. Et l'idée de Smirnov, qui est carrément géniale, c'est dire ça, ça ne marche pas. Je vais maintenant pondérer par une femme. Le W tient compte du nombre d'enroulements. Donc, pour passer de B à E1, mon vecteur tangent a fait comme ça, il est resté là. Donc, le nombre d'enroulements est 0. Cependant, pour aller à E2, il a tourné comme ça, qui est une rotation anti-horaire d'un angle π. Ça veut dire que le nombre d'enroulements est magnifique. Ce choix inspiré de la physique. Donc, le résultat principal de Smirnov, c'est que la fonction f sur les côtés, donc non seulement sur les côtés, est discret polymorphe. Donc, satisfait les équations de côté éléments discrets et a ses conditions aux limites de la frontière. Partie imaginaire de ceci doit être. Smirnov est quelqu'un qui a un peu d'humour, donc bref, l'étape de vérifier que cette équation-là est vérifiée pour toutes les configurations avec une analyse qui frôle l'analyse de moine. Mais elle est là surtout pour certains de mes étudiants qui prennent tout le temps que je les fasse calculer. Mais bref, je vais l'appeler pour bien un petit peu. Bref, le résultat est plus explicite à la limite quand le réseau tend vers 0. Il sait complètement caractériser la fonction qu'on obtient. Donc, elle est reliée justement en utilisant le théorème de l'application conforme de Riemann sur un certain. Envoyer le domaine sur ruban et envoyer les points A et B à vos deux extrémités du ruban. Donc, c'est quelque chose que les gens d'analyse complexe font tout le temps. Donc, la fonction peut en fait être reliée explicite. Bref, ceci a mérité une deuxième médaille 2010. Et contrairement à Schramm, dont le théorème englobe, le théorème de Schramm peut être maintenant écrit dans un livre de probabilité. C'est terminé. C'est beau, c'est complet, il a balayé tous les coins, il ne reste plus grand-chose. Dans le cas de Smirnov, un calcul d'une imagination et d'une volonté incroyable pour un tout minuscule résultat, montrer que effectivement, ce modèle sur le réseau carré est invariant. Donc, tout petit, mais mon admiration est égale pour lui. Depuis, en 20 secondes, il y a eu des progrès énormes, mais aussi stagnation importante. Donc, on connaît maintenant des preuves d'invariance pour la percolation pour plein d'autres modèles sur différents réseaux. Donc, jamais pour quelque chose d'aussi général que le théorème de Kelsen utilisait. On a identifié plusieurs modèles qui proviennent de la physique statistique avec le kappa qui les décrit. On a une meilleure compréhension de la physique parce que tout ceci a commencé avec des théories de physiciens qui allaient comprendre les champs et la construction Liouville de Schrödinger. Par exemple, le calcul de la dimension de Hausdorff des interfaces en fonction de kappa est connu, mais l'universalité demeure une question. Donc, a posteriori, il semble que trouver l'invariance conforme est possible, en voir les conséquences est possible, mais montrer que c'est universel, c'est vraiment difficile. Smirnov a fait des progrès. Je ne voudrais pas que vous abandonniez au final pour essayer de faire une preuve de ceci. Smirnov travaille beaucoup là-dessus. Il a avancé, il y a plein de modèles où ça donne toujours le même résultat, qui est un contrat vers l'universalité, mais c'est très partiel.